Allô, bonjour. Bonjour, bon, pardon pour le petit cafouillage. Bon, bah c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler de performance partout dans le monde grâce au serverless regionless. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis arrivé tout à l'heure, juste avant de rejoindre Algolia, je suis parti à ma chambre d'hôtel et j'ai vu ça sur la moquette. C'est très étrange, c'est marqué One World, mais c'est une bonne image pour vous illustrer on va dire, le thème de ce soir. C'est comment est-ce qu'on fait lorsqu'on doit servir un SaaS à des gens partout dans le monde pour le traiter ça comme un monde unique. Parce que très souvent, lorsque vous allez sur un cloud, vous allez rester dans une région, ça peut être AWS, Azure, GCP, peu importe, c'est très localisé, sauf qu'on vit dans un monde globalisé. Nous, nos clients, ils sont partout, donc il faut traiter ça comme une unité. Donc je vais vous montrer comment on fait ça avec des technologies assez récentes, quels sont les avantages, les inconvénients. Voilà. Alors avant, un petit peu de contexte. Déjà, c'est quoi Fabric? Donc Fabric, c'est un SaaS, Software as a Service B2B, donc pour des entreprises, et les entreprises dans l'industrie. Alors, je ne vais pas vous faire perdre trop de temps à vous parler de tout le métier derrière Fabric, mais en gros, c'est utilisé directement dans les usines. Et si vous avez besoin de vous imaginer un peu à quoi ça ressemble, c'est un espèce de mélange entre Trello, qui permet de gérer des cartes, des tickets, Typeform, parce que vous avez des choses qui ressemblent à des formulaires custom, Calendar, parce qu'on cadence ces formulaires, et Power BI, parce qu'on monte des jolies courbes un peu partout et on pose de la donnée. Voilà. Mais tout ça, l'idée, c'est juste de dire, c'est un SaaS comme de productivité, comme vous en connaissez plein. Il n'y a rien de très spécifique, d'intégration fintech ou de choses de ce genre-là, ou de trucs très data-heavy. C'est un SaaS. Voilà. Donc Fabric, c'est un SaaS, et voici la stack sur laquelle ça tourne. J'appelle ça legacy, mais je devrais appeler ça current, pour être tout à fait exact. D'ailleurs, c'est pas être très poli, parce qu'elle nous sert très bien, cette stack. Et c'est la version très simplifiée. Donc c'est quoi? C'est une single page application en Vue.js. Pas trop de partie de cette partie-là, elle nous satisfait très bien. Qui va derrière, lorsqu'on a un appel à l'API, passer par Cloudflare. Cloudflare qui nous sert de pare-feu, grosso modo, hein, je fais simple. Ensuite, ça passe chez AWS. Dans AWS, on a des machines virtuelles qui font tourner du Django, donc du Python. C'est du bon vieux MVC comme on connaît, quoi. Quelque chose de très bien connu. Quand on a des pièces jointes, on les met dans des buckets S3. Quand on a des données transactionnelles, on les met dans une base SQL. Et puis quand on a besoin de faire de la recherche, on utilise Algolia parce que c'est rapide et c'est facile. Voilà. Sauf que plein de SaaS, ça ressemble à ça. Ça ne devrait pas vous surprendre. Sauf que quand je suis arrivé chez Fabric, je me suis rendu compte qu'il y avait des enjeux business qui faisaient que ces stacks-là, ça n'allait pas forcément être pérenne, ça n'allait pas forcément être la plus pertinente pour le futur d'entreprise. Donc on s'est lancé dans un chantier, et avant de vous en parler, je vais vous présenter l'équipe, parce que je ne veux pas faire ça moi. L'idée, elle vient peut-être de mon arrivée chez Fabric, mais c'est surtout exécuté par l'équipe Upstream ici, donc je vous ai mis les visages de tout le monde. Donc voilà, c'est moi, je pense que vous me voyez avec ma barbe. Et donc je suis Head of Technology chez Fabric, donc responsable des choix techno. Et puis là, rapidement, j'ai rajouté une slide avec la tête du boss parce qu'il est là. Donc si vous avez des questions sur Fabric, il faut les poser. Voilà. Alors une nouvelle stack, pourquoi? Parce qu'on a quelques problèmes avec la stack Legacy, des problèmes de coût. AWS, c'est pas donné, de DX. Parce que Django, ça marche très bien quand on fait un MVP. Je veux surtout pas cracher sur Django, c'est super pour aller vite. Mais quand on a un SaaS qui existe déjà, on a des nouveaux patterns, on commence à avoir des soucis de performance, c'est très facile de le rem n'importe comment. Et finalement, ça finit par, outre les problèmes de performance dont je vais parler aussi, ça finit par altérer l'expérience développeur. Quand je monte la stack à des candidats pour nous rejoindre, je ne suis pas particulièrement excité à l'idée de faire du Django. La sécurité, gros sujet. Je ne vais pas trop en parler, j'ai pas le temps, et on a un super talk sur la sécurité juste après. Voilà, donc il faut en laisser. Et la perf. Mais avant de rentrer dans les détails de ces problèmes, je préfère le faire en vous parlant de la stack idéale pour les résoudre. Alors une stack idéale, c'est quoi? Pour nous, c'est une stack performante. Bon, tout le monde veut une stack performante. Mais performante partout dans le monde. Alors pourquoi partout dans le monde? Parce que les clients de Fabric, Fabric c'est une petite entreprise, hein, c'est 50 employés, c'est même pas 15 personnes équipe produit. Les clients sont essentiellement français parce que c'est ceux qu'on arrive à signer, mais par contre, en industrie, ils ont des usines partout dans le monde. Et quand je dis partout, on est déjà sur 5 continents, on était sur 5 continents dès, je crois, 1 an et demi dans la boîte. Dans 23 pays, vous avez la carte de tous les sites Fabric. C'est pas commun pour une entreprise si petite, avec une stack aussi banale, de devoir gérer ça. Voilà. On aimerait que ce soit pas cher, parce qu'on n'a pas forcément les poches très profondes, et personne n'aime quand c'est cher.
très sûr, tout le monde veut que ce soit sûr, et avec le moins d'ops possible. Alors avec le moins d'ops possible, pourquoi? Encore, ops, c'est de l'argent. On sait faire des stacks qui servent tout le monde partout dans le monde. Vous embauchez quelques spécialistes DevOps, ils vont vous faire une architecture distribuée sur AWS, ça va vous coûter un sacré pognon, et c'est compliqué à maintenir. Nous, notre but, c'est d'être rentable, donc c'est pas trop une option. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche, est-ce que serverless, ce ne serait pas le candidat parfait pour les problèmes qu'on a énoncés? Alors serverless, je la fais très rapidement parce que si vous êtes là, a priori, vous savez ce que c'est. C'est l'idée des technologies où l'abstraction serveur, on n'a pas à la gérer. C'est géré par le cloud provider. Donc on envoie, si c'est pour du compute, notre code et c'est géré automatiquement. Pas de monitoring, pas de scaling, tout se fait tout seul, c'est de la magie. Donc une stack performante, logiquement oui, serverless et élastique. Il y a la question des cold start qu'on entend souvent, ça peut poser un problème. Mais bon, on va pas, c'est pas notre focus. Partout dans le monde, oui, mais il faut distribuer. Comme je vous l'ai dit avant, le serverless, c'est pas distribué automatiquement. Il va falloir setup ça dans plein de régions. Pour pas cher, le serverless, c'est pay as you go, donc on dépense que ce qu'on utilise. C'est pas mal. C'est mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Très sûr. A priori, si vous allez chez des cloud providers, c'est que vous ne faites pas n'importe quoi, c'est sûr. Avec le moins d'ops possible, c'est compliqué. Compliqué parce qu'effectivement, serverless, la promesse, c'est que vous ne faites pas d'ops. Mais quand vous déployez des lambdas dans 40 régions, je vais forcer le trait, tout de suite, il va falloir optimiser plein de choses. Il va falloir se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai de la donnée que je distribue à un endroit, puis à un autre? Ça devient très vite très compliqué, donc les apps reviennent à la charge. Et pour nous, c'est un problème. Et une bonne DX, en serverless, ça dépend. Il y a des frameworks. A priori, c'est mieux, mais c'est quand même plus récent. Donc, voilà, serverless, ça a l'air d'être un candidat bon, mais avec quelques problèmes. Dans ce cas-là, il y a une surcouche sur le serverless, on va dire, le regionless. Alors ce terme-là, je ne sais pas trop où je le sors, mais ça me parle. Pourquoi? Parce que serverless, c'est le fournisseur gère les serveurs. Vous ne voyez pas les serveurs. Le regionless, c'est le fournisseur gère la géographie. Vous ne voyez pas de région. Vous allez sur un cloud provider avec des technologies regionless, vous mettez votre code, il se débrouille de le mettre au bon endroit. Voilà. C'est l'idée centrale. Et du coup, pour le serverless regionless, on utilise tout un ensemble de technologies. Et la première technologie qu'on va utiliser pour le compute, donc la partie qui va remplacer Django, c'est Django sur des machines virtuelles, c'est le Cloudflare Workers. Alors qu'est-ce que c'est? Cloudflare Workers, c'est un runtime JavaScript fait par Cloudflare. Et contrairement à d'autres, notamment la technologie d'isolation qui est utilisée, ce sont des Isola V8. C'est quoi un Isola V8? Contrairement à un conteneur qui va nécessiter de démarrer des process, etc., l'Isola V8, c'est comme un onglet Chrome. Vous voyez comment c'est rapide d'ouvrir un onglet Chrome? Quand vous démarrez un nouveau worker, que Cloudflare s'occupe de le faire pour vous, c'est rapide comme ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de cold start sur Cloudflare Workers. Le temps que vous faites le handshake TLS, SSL, le truc, il est déjà démarré. Il y a 275 points de présence pour Cloudflare Workers. Alors là, la question du partout dans le monde, là, c'est réglé. Et puis c'est regionless dans le sens où moi, je upload mon code du worker et puis je le mets partout où il faut. Et en plus, ça, c'est pas cher. Petit bémol, en fait, ce qui est cher, c'est Cloudflare tout court. Mais le Cloudflare Workers, c'est pas cher. Alors, c'est super, moi je vous vends un truc, mais est-ce que c'est vraiment rapide? Puisque le but, c'est que ce soit rapide partout dans le monde. Alors, on a fait un petit benchmark, je vous préviens, c'est pas du tout scientifique. C'est moi, j'ai ouvert des VM quelque part et j'ai fait quelques calls. Mais c'est pour donner un ordre de grandeur, et ça permet de valider est-ce qu'il y a un intérêt. Alors, depuis une VM à Paris, on va aller taper un endpoint de health-check sur notre stack actuel sur le Django, et ça répond à peu près en 110 millisecondes. Mais si on fait ça depuis la Californie, avec nos serveurs qui sont hébergés en France, ça prend 600 millisecondes. Alors des fois, ça descend à 250, mais c'est très, très, très variable. Alors il y a plein de trucs qui sont en jeu là. Est-ce qu'on est sur le bon network, etc. Il y a plein de sujets, mais c'est justement des sujets qu'on ne contrôle pas et qu'un utilisateur ne contrôle pas. Et ça, c'est problématique. On a des clients, on a un client, il a des usines à Taïwan. Il y a quelqu'un qui travaille au niveau groupe, qui a l'habitude d'utiliser Fabric en France. Il part à Taïwan. Et après, ils nous contactent et nous disent « Mais dis donc, l'application à Taïwan est vachement lente. » Alors les gens à Taïwan, ils ne s'en rendent pas compte. Pour eux, Fabric, c'est comme ça. Et je vous dis, dans l'industrie, ils ne sont pas très exigeants avec les outils. Mais voilà, on a à un point donné quelqu'un qui nous dit en fait, on sent la différence. Le round trip jusqu'en France, ce n'est pas gratuit. Et la donnée vous le montre. Alors sur la nouvelle stack, quand on appelle depuis Paris pour ce point de référence, on est à peu près dans le même ordre de grandeur. C'est pas mal. Et depuis la Californie, alors là, c'est dingue. On est à 120 millisecondes. Donc on est très content. Je dirais, il y a quand même une petite différence, 20 millisecondes en plus. Pourquoi? Je sais pas. Mais c'est 5 fois plus rapide, donc c'est trop cool.
Donc super techno, regionless, trop cool, c'est pas cher. Mais il y a un gros point, c'est est-ce que ça va plaire aux développeurs? Est-ce qu'on peut facilement développer dessus? Alors nos conclusions, c'est qu'il y a quand même des avantages et des inconvénients. C'est super lean, Cloudflare Orchestra. Vous mettez votre code, c'est super cool. Il y a des bons outils, des services à côté. Vous avez R2 pour stocker des fichiers. Vous avez KV Store pour faire des caches. Vous avez toute la suite d'outils Cloudflare, c'est super. Par contre, c'est un runtime spécifique. Donc, c'est pas compatible Node. Alors ça, c'est un point de vigilance parce que Node, il n'y a pas de raison que ce soit meilleur que le reste. Mais la conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'écosystème. Vous prenez un package NPM, vous n'êtes pas sûr qu'il va fonctionner. Et les déploiements, c'est pas dingue avec la gestion des versions et tout. C'est pas le truc le plus super. Voilà. Mais globalement, on est quand même très satisfait. Donc voilà pour le compute, pour Cloudflare. C'est cool. Et pour le développement en local, alors parce que Cloudflare, c'est quelque chose qui tourne en ligne, ils ont des outils pour répliquer certaines choses en local. Ils ont open source leur runtime il n'y a pas longtemps, mais c'est pas très pratique. Mais nous, on a décidé d'utiliser Deno directement. Je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais Deno, c'est un runtime aussi qui est différent de Node. Il est très proche du browser comme Cloudflare Workers, donc la distance entre les deux est assez courte. Et Deno, ça vous donne d'emblée un linter, un formateur, le TypeScript support directement. Il y a un écosystème naissant. C'était un meilleur pari que d'essayer de se baser sur Node. Voilà. Donc voilà pour la partie compute. Super. Mais la compute, en fait, c'est facile. Faire tourner du code quelque part, c'est pas le gros problème. Le gros problème, c'est la donnée. Comment je fais en sorte que la donnée soit disponible partout dans le monde? Alors, le gros problème, c'est la distribution. Et là, je vous ai mis, on a un client, 2 personnes qui travaillent dans la même boîte, parmi les premiers clients de Fabric. Ils nous disent, donc l'adoption de Fabric était fulgurante en un an, donc 4 mois de Covid, on a déployé Fabric dans 22 usines au sein de 5 pays. Donc vous prenez un client, en fait, tout de suite, il met Fabric partout. Et il cite le partage d'informations de sécurité entre les sites d'un Fabric est très utile pour communiquer rapidement sur les enjeux de sécurité. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que très souvent, quand vous voulez faire de la distribution de données, vous vous dites j'ai des clients au Brésil, j'ai des clients aux États-Unis, j'ai des clients au Japon. Donc je vais faire une base de données au Brésil pour les clients brésiliens, une base de données américaine pour les clients américains, etc. Sauf que chez Fabric, un client donné veut partager la donnée en lecture et en écriture dans tous les sites partout dans le monde. Donc vous allez des problèmes tout de suite de consistency en fait, dans les données. C'est pas facile. Alors voilà, je vous remets la map quand même, c'est parlant. Donc faire en sorte que ce soit consistent sur cette map monde, c'est pas piece of cake. Et c'est pour ça qu'on utilise Fauna. Alors Fauna, c'est quoi? C'est une base de données serverless. Donc vous l'appelez par API, vous n'avez rien à gérer, pas d'instance, rien. Lucas vous l'a présenté, c'est à la fois un modèle relationnel et document. Donc si vous êtes habitué à faire du MongoDB, c'est facile. Du SQL, vous retrouvez un peu vos petits. Il y a un système de hiérarchie de bases de données. Donc vous pouvez créer des bases de données dans les bases de données. Nous, on s'en sert notamment pour isoler la donnée entre les clients. C'est très pratique, c'est facile à utiliser. Et il y a un nouvel algo de consensus qui s'appelle Calvin. Alors là, terme technique, j'en parle juste après. Et enfin, des groupes de régions privées. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, j'ai un client, sa typologie géographique, c'est ça. Par exemple, il opère aux États-Unis, en France. Je vais créer une région, un groupe de régions rien que pour lui. On me dira, la donnée, je vais la répliquer aux États-Unis et en France. Par contre, si le client est que en France, je vais garder la data en Europe. Et s'il est partout dans le monde, une région complètement globale. Voilà. Alors, cet algo de consensus, pourquoi j'en parle? À cause d'un épouvantail qui s'appelle le théorème CAP. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je vais faire très court. Le théorème CAP, c'est quelque chose qui vous dit que théoriquement, vous ne pouvez pas avoir une vue consistante de votre donnée tout en la répliquant partout et tout en vous assurant que la base de données elle est tout le temps up. Il va falloir donner un truc. Donc soit vous vous dites de temps en temps ma base de données ne marche pas, soit vous vous dites de temps en temps j'ai une partie du réseau qui n'a pas la donnée, soit vous vous dites de temps en temps le client en France il va voir quelque chose de différent que le client aux États-Unis. Ou pardon, excusez-moi, l'utilisateur d'un client donné en France va voir quelque chose de différent en fonction de celui qui est aux États-Unis. Ça, c'est pas terrible. Alors, c'est une théorème théorique. Calvin, c'est quoi? C'est un algorithme qui essaye un peu de tricher. Alors, il ne peut pas battre le théorème CAP d'un point de vue théorique, mais ce qu'il fait, c'est que c'est un système CP. Et sur l'availabilité, il y a tout un tas de techniques pour s'assurer que la base de données, en pratique, en fait, elle est disponible. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il n'y a aucun produit autre que Fauna qui fait ça. Dans l'écosystème des bases de données serverless, vous avez certains qui essayent de régler le même problème avec des vieilles technos, on va dire, style Yugabyte, Cockroach, donc c'est du SQL normal, et après on essaye de distribuer ça sur des données existantes. C'est compliqué.
Ou alors vous avez Amazon, AWS. Alors eux, ils sont très, on va dire, ils sont honnêtes. Ils disent théoriquement c'est pas possible. Bah on le fait pas. Ce sera pas consistent. C'est à vous de gérer dans votre couche applicative la complexité. Je trouve ça courageux et honnêtement c'était ce qui m'a attiré le plus jusqu'au jour où bah, j'ai trouvé Fauna. Voilà. Donc maintenant le test. Est-ce que c'est vraiment rapide? Alors depuis Paris, donc un health check c'est bien, mais là je fais un health check et je tape sur la base de données. Donc en legacy, juste une ligne dans une table, tout ce qui est le plus simple. Et pour Fauna, il y a une collection qu'on va lire, un truc dedans, quoi. Ça prend 150 millisecondes depuis Paris sur l'ancienne stack. Et depuis la Californie, ça prend à peu près 700 millisecondes. C'est trop. Je vous rappelle aussi que c'est une SPA, l'application. Donc des calls API, il y en a plein, quoi. Et avec les nouvelles stacks, donc avec Fauna, qui passe par les Cloudflare Workers, je vous rappelle, on a à peu près 140 ms depuis Paris. Et là, il s'agit d'une région dans laquelle on a répliqué à la fois aux États-Unis et en France, et en Europe, pardon. Et pour la Californie, on est à peu près à 350 ms. C'est donc 2 fois plus rapide. Alors, il y a quand même une petite différence. Il va falloir que je parle à Fauna. Je ne sais pas pourquoi c'est si lent aux États-Unis. J'ai ma petite idée parce que je crois qu'aux États-Unis, ils répliquent à la fois côte Est et côte Ouest. Mais bon, je vais investiguer avec eux. Mais bon, le Paris rempli quand même. C'est beaucoup plus rapide. Et que dire de l'expérience du développeur? Bah, c'est API first, c'est vraiment facile à utiliser. Il y a une super console web, on vous crée des bases de données, c'est tranquille. Alors, ils ont un langage de courrier à eux qui s'appelle SQL. Point de vigilance, le langage est top, mais ça reste un truc qui n'est pas connu de l'écosystème. Ce n'est pas du SQL, ce n'est pas des fonctions faciles comme du Firebase, donc il y a une learning curve, une courbe d'apprentissage. Et le problème, c'est que bah, c'est trop récent pour qu'il y ait un écosystème autour, donc il n'y a pas et peu d'outils. Pas d'outils pour la gestion des schémas, pas d'outils, enfin des outils existants, mais pas forcément matures pour la gestion des migrations. Donc on a dû faire tout ça en interne. C'était pas, voilà, pas forcément une partie de plaisir. Voilà. Mais on en est content. Et enfin, alors ça c'est une base de données normale, mais ça ne gère pas la recherche. Y a pas de, si vous voulez vraiment avoir une super expérience de recherche, c'est pas top. Oui, j'ai oublié de dire, une nouvelle version d'SQL devrait régler une partie de ces problèmes. Et ben on utilise Algolia, mais on utilise déjà Algolia. Algolia, c'est déjà serverless, donc c'est très cool. La recherche en fabrique, ça ressemble à ça. Donc vous tapez quelque chose, ça vous trouve dans plein d'entités, vous avez des filtres à droite, etc. Tout ça, c'est géré par Algolia. Mais bon, je vais en parler vite fait. C'est quoi? Donc Search as a Service. Donc vous avez un SaaS, vous mettez vos données, et puis vous avez un endpoint d'API de recherche, c'est tout simple. Les performances sont excellentes. On peut isoler la donnée par facette, par index, par app. On a plein de façons de gérer la donnée client pour faire en sorte que ça ne soit pas mélangé. Et enfin, la partie qui va nous intéresser, c'est comment on fait pour que ce soit performant partout dans le monde. Alors, ils ont un truc qui s'appelle les DSN. Les DSN, c'est l'idée que vous avez un index et on va le copier dans tous les serveurs qui vous intéressent. Donc, ils ont un modèle qui ressemble un peu au region group de Fauna. C'est-à-dire que quand vous créez une app, vous dites voici les DSN dans lesquels je veux déployer mon index. Et donc, on peut avoir une app par client et dire voilà, ce client-là, il est en tel pays, donc je veux que ce soit dans tel data center. Et puis, il s'en occupe, enfin dire l'application s'en occupe elle-même. Voilà. Donc c'est top. Alors l'ADX d'Algolia, le SDK est super, ça marche très bien, les docs sont excellentes. Il y a des composants front-end si vous voulez interager directement avec l'API. Le bémol de l'ADX d'Algolia, c'est qu'il n'y a pas de développement en local. Donc ça, c'est pas dingue. Voilà. Alors qu'avec les autres technologies, vous pouvez travailler dans l'avion, quoi. Ouais. Et ben voilà, donc pour résumer, notre stack serverless regionless, ça ressemble à ça. Notre SPA va sur Cloudflare, il y a plein de trucs à l'intérieur, le pare-feu, les workers, des nœuds en local. On utilise R2 pour les buckets, j'en parle pas trop parce que c'est pas très intéressant. Et puis après, pour la base de données, ça parle à Fauna, et pour la recherche, Algolia. Voilà. Donc ça, c'est notre nouvelle stack. Où on en est aujourd'hui? On a déployé notre premier service sur cette stack en août 2021, donc ça fait un moment. Et il est utilisé par tous les clients. Et là, aujourd'hui, on a 3 services sur la nouvelle stack pour tous les clients. Et enfin, depuis décembre 2022, on est en train de prendre des services qui existaient sur la stack legacy, donc des morceaux du monolithe Django, et on est en train de les réécrire justement sur la nouvelle stack. Mais ça se double d'une nouvelle architecture. J'en parle pas trop, mais l'idée, c'est de mieux isoler la donnée entre clients. Et là-dessus, on a déjà 3 clients qui sont sur la nouvelle archi avec la nouvelle stack. Et au fur et à mesure, dans les mois à venir, les années à venir, on va migrer de plus en plus jusqu'au moment où notre diagramme d'architecture ressemblera à ça.
et pas un mix du legacy et du nouveau. Voilà. Donc on va, donc migration progressive d'architecture pour tous les clients, la migration de fonctionnalités du monolithe à la nouvelle stack, et si on a une nouvelle fonctionnalité qui nécessite un nouveau service, on le fait directement sur la nouvelle stack. J'espère d'ici quelques mois ou années vous refaire un retour d'expérience plus complet. Là, on a mis le doigt de pied dedans. Fabric complètement serverless regionless, ça ressemble à ça. Voilà, merci pour votre écoute. Pour rappel, moi c'est Yacine, je suis Head of Technology chez Fabric. Voilà. Et puis vous pouvez me suivre sur Twitter. Voilà. Merci beaucoup, Yacine. C'était top. On a une petite dizaine de minutes de questions pour Yacine. Donc, hop. S'il y a des questions dans le public. Levez la main si vous avez une question, je vous passe le micro. Merci beaucoup pour le talk, Yacine. Tu parlais tout à la fin de développement en local. Ouais. Alors, je sais que c'est un sujet qui fait débat dans le serverless, de savoir si l'environnement de développement doit être local ou doit être remote. Donc passer par des émulations ou passer par une copie du service en remote. Toi, sur ta nouvelle stack, du coup, vous êtes full émulation avec les différents providers avec lesquels vous travaillez? Full, il faut absolument tester sur du vrai avant de mettre en prod, ça c'est certain. Mais oui, on émule. Alors pourquoi on émule? C'est surtout pour avoir une meilleure feedback loop. Parce que le round trip réseau, quand on est en train de développer avec l'application elle-même, c'est pas trop problématique, mais quand on a une batterie de tests, c'est moins marrant. Et d'ailleurs, je me rappelle que Cloudflare Workers, il y a 2 ans, ils avaient dit ouais, nous on fera jamais du développement local parce qu'il faut faire tourner sur du vrai. Ce qui est important, c'est que la latence soit la plus faible possible. Maintenant, ils ont complètement backtrack parce qu'ils se rendent compte, même si on réduit la latence, au day-to-day, ça fonctionne pas. Alors, ça dépend des workflows. Hein. Il y a des personnes qui s'en accommodent très bien, je le comprends, mais nous, on ne pouvait pas. Quoi. Voilà. J'ai une question sur le développement local. J'ai une question complémentaire du coup sur le Cloudflare Workers. Tu disais où ils ont, Oui. C'est pas Node directement, c'est un spin-off un petit peu. Ouais, c'est leur runtime à eux complètement. Ouais. Et donc quand vous renez votre batterie de test, vous les renez pas du tout en local. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous êtes obligé d'utiliser des outils spécifiques à cette batterie à cette runtime pour pouvoir écrire vos tests. Alors la façon dont, on va dire, une équipe normale le ferait, c'est qu'ils utiliseraient le Wrangler, c'est le CLI de Cloudflare Workers, et ils ont un projet qui s'appelle Miniflare qui permet de simuler Cloudflare Workers sur Node. Voilà. Mais nous, on utilise Deno, un truc qui s'appelle DenoFlare. Mais pour nos tests, en fait, on les fait juste tourner sur Deno, tout simplement. Après, on fait quand même un test sur Cloudflare Workers lui-même, et puis des fois, on se rend compte des différences entre Deno et Cloudflare Workers. Hein. Mais oui, tout ce qui se fait en local se fait sur Deno parce que l'expérience est top. Ok, merci. D'autres questions? J'en ai une là-bas. C'est vrai que c'est tôt, mais je veux bien savoir qu'en est-il du Service Level Agreement de toute cette architecture-là. Est-ce que c'est répliqué par Fauna ou alors c'est vous qui le faites, vos bases de données? Service Level Agreement, tu parles des temps de réponse ou de la disponibilité? La disponibilité. La disponibilité. Alors la disponibilité, elle est garantie à Cloudflare Workers avec 275 points de présence. En général, il n'y a pas de souci, quoi. Quand ça ne marche pas sur un POS, ils le font tourner, router vers un autre. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais en général, ils sont très très bons là-dessus. Fauna, ils ont un système de réplication sur chaque région. Donc, ils ont des régions de groupe, dedans, ils ont des régions, et dedans, ils répliquent encore. Donc là-dessus, ils ont une bonne disponibilité. Et puis Algolia, Algolia, de toute façon, c'est dans leurs termes, hein, c'est très bien aussi. Donc voilà, on n'a pas de soucis là-dessus. Mais après, sur le legacy non plus, hein, AWS, c'est très bien, ils répliquent dans 3 zones de disponibilité, et c'est top. Là, on a plus de questions. C'est plutôt SLA de type data recovery. Donc, tout ce qui est backup. Sur Fauna, on a des daily snapshots. Sur AWS, on est sur Aura, donc on a des daily snapshots. Et en plus de ça, ils ont point-in-time recovery, qui est un truc, c'est de la science-fiction. Tu peux backup quand tu veux, quoi. Donc c'est top, on perd ça, quoi. Voilà.
D'autres questions? Est-ce que tu as des problématiques pour provisionner ton infrastructure auprès de ces différents services, ton infrastructure as code, pour travailler avec chacun des providers, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes solutions de provisioning? Super question ça. Alors on provisionne rien déjà, c'est l'avantage du serverless, mais il y a quand même des trucs à setup. Il y a des bases de données à construire, il y a des workers à déclarer. Aujourd'hui, les intégrations de Terraform ne sont pas du tout satisfaisantes. Et puis Terraform a ses propres problèmes, parce que quand vous bougez sur du serverless, en général, les accès entre les services, s'il y a des clés d'API qui s'échangent partout. Et si vous utilisez de l'infrastructure as code assez classique dessus, vous vous retrouvez avec vos clés d'accès dans votre state file. Donc un gros truc, en général pas bien chiffré, qui se balade quelque part, dans lequel il y a les clés du royaume. Donc c'est pas dingue. Donc aujourd'hui on fait ça à la mano, c'est pas terrible. Fauna nous avait partagé, ils ont une intégration avec le serverless framework dans lequel ils peuvent provisionner des choses automatiquement, donc on regardera. Mais ouais, je pense que c'est pas encore très mature sur ces questions. J'ai une question annexe aussi du coup. En termes de pricing sur Fauna et Cloudflare, comment ça se passe par rapport au nombre de collaborateurs? Je sais qu'il y a pas mal de SaaS où c'est gratuit tant que tu es 2 ou 3, mais à partir du moment où tu veux être en équipe, ça commence à devenir très cher. Vous êtes encore pas très gros, mais comment ça se passe? Ils ne scalent pas sur le nombre de users. Et moi aussi, ça m'énerve, les SaaS qui t'empêchent de grossir ta boîte. Cloudflare Workers, c'est un pricing au call. En fait, ça dépend. Ça dépend. Un Workers, vous pouvez le pricer au call, vous pouvez le pricer au temps d'exécution. Et pour Fauna, ils ont des read-ups et des write-ups, un peu un modèle assez similaire à Dynamo. Et puis à la fin, c'est usage-based, quoi. Merci. J'ai une question concernant le FQL, c'est ça? FQL, ouais. Vous avez dit que vous avez développé en fait votre propre ORM, j'ai l'impression, en interne finalement. Est-ce que vous comptez faire, je sais pas, de l'open source là-dessus ou je sais pas, vous avez des contacts avec Fauna pour savoir comment faire évoluer la chose, que tu as dit que c'était assez painful finalement comme expérience. Ouais, l'outillage de Fauna aujourd'hui n'est pas encore mature. Après, on n'a pas développé notre propre ORM. Mais si on doit parler du sujet ORM et FQL, ça ne marche pas du tout ensemble. Y a pas sur les ORM connus, il n'y a pas de back-end Fauna qui sont développés. C'est très compliqué parce que souvent, les ORM, il y a un présupposé SQL derrière. Donc, c'est tendu. Mais nous, dans notre archi, on a plutôt fait le choix d'avoir des repositories. On va passer en fait des objets métiers et puis après dans le repository on écrit notre FQL directement. Là, dans notre outillage, ce qu'on a fait en revanche, c'est qu'on a fait tout un système pour gérer les migrations. Donc des migrations qui vont créer des nouvelles collections, des nouveaux index, des choses comme ça. Vous connaissez pour la plupart en back-end, vous écrivez des fichiers de migration et au déploiement, il va les exécuter pour celles qui ne l'ont pas encore été. Donc on a dû redévelopper ça sur Fauna. Il existe déjà des outils qui font ça sur Fauna, mais ça ne nous convenait pas pour des raisons d'archi, notamment isolation entre les clients. Dernière question. Non, merci beaucoup Yacine. Super, merci à vous et puis à tout à l'heure.